Bonjour, chers étudiants. Je suis votre enseignant du module Diversité et dynamique des groupements végétaux pour les Master 1 de l'Université Belhaj Boucheib de Ain Tmouchent. Donc, comme l'indique le nom de la matière, diversité et dynamique des groupements végétaux, on va voir plusieurs groupements végétaux et sa dynamicité et également sa spécificité. On va voir des groupements végétaux bien spéciaux. Donc, on débute par le premier chapitre, le chapitre intitulé Diversité et dynamique des groupements végétaux. Donc, parmi ces groupements végétaux, on va voir la forêt, la savane, les mangroves, etc. Donc, l'objectif de la matière, c'est de présenter aux étudiants des dominances végétales et avoir une connaissance sur les groupements végétaux terrestres, donc, et les paysages, donc depuis l'âge paléozoïque sur les éléphants terrestres, donc d'une façon générale avec les associations végétales. Également, on va voir la coexistence des espèces dans les différents milieux, donc les phénomènes d'adaptation également. Donc, premièrement, on débute par le premier groupe végétal le plus connu et le plus répandu au monde. Donc, le groupement végétal qui se trouve partout et qui est en voie de dégradation. Tout le monde sait que le groupement végétal le plus important, c'est les forêts. Donc, les forêts se trouvent généralement dans tous les endroits du globe. Sa différence, c'est sa concentration et sa diversification et ses processus évolutifs et sa dynamique. Donc, le terme forêt évoque un espace couvert d'arbres. Tout le monde sait ça. Dans les canopées. Donc, c'est quoi les canopées? C'est la couche supérieure des forêts, notamment en forêt primaire ou tropicale, soumises au rayonnement solaire. Donc, ce sont les forêts qui sont soumises au rayonnement solaire, qui sont hautes. Donc, caractérisées par la présence d'un écosystème particulièrement riche en biodiversité et de productivité biologique. Sont plus ou moins jointifs, mais il est chargé d'autres sens, une ambiance, une impression de vastitude, une atmosphère tout à tour apaisante et violente. Donc les forêts, ils ont tout. Donc ils ont ce qu'on appelle les, les impressions de vastitude, une atmosphère et une apaisante, violente donc paysage. C'est un lieu de récolte et d'usage, mais aussi le lieu de vie d'espèces animales et végétales dont on n'épuise jamais l'interminable liste. Donc la forêt abrite tout ça, plusieurs espèces animales et végétales donc, qui vivent dans cette forêt. Donc la forêt a de multiples visages dont on peut témoigner en chasseur, cueilleur, forestier, économiste, gestionnaire, sociologue, poète, écologiste, naturaliste ou biologiste. Donc la forêt a plusieurs visages, c'est-à-dire tout le monde a besoin de la forêt. Tout le monde témoigne de cette valeur de cette forêt. Même le chasseur, le cueilleur, le forestier, l'économiste, le gestionnaire, le sociologue, le poète, l'écologiste, le naturaliste ou également le biologiste. Donc, tout le monde en profite de cette forêt. Personne ne peut prétendre épuiser la gamme des ressources qu'elle recèle, des services qu'elle apporte. Donc, elle nous apporte plusieurs services, ni des émotions qu'elle suscite. Personne non plus ne peut prétendre connaître dans le détail
la subtilité de son fonctionnement, ni la totalité des interactions que les différents organismes qui la composent entretiennent entre eux. Donc, la forêt, c'est un milieu très vaste qui abrite plusieurs espèces animales et végétales. Également, tout le monde a besoin de la forêt. On a vu que les écologistes, les biologistes, même les sociologues, même les gestionnaires économiques, etc. Donc, également, il y a la présence dans cette forêt, il y a la présence des interactions diversifiées entre les différentes espèces qui vivent. Donc, la dynamique de la forêt garantit sa biodiversité. On va voir comment. La dynamique de la forêt garantit sa biodiversité. Les perturbations déclenchent donc des successions écologiques qui font de la forêt une mosaïque de tâches, d'habitats, à des stades divers de développement. Donc, comme chaque étape du processus de succession, elle est habitée par des espèces qui lui sont plus ou moins étroitement adaptées. La diversité biologique à l'échelle d'un paysage forestier ne peut se maintenir que s'il existe en permanence au sein de ce dernier un échantillon de tous les stades de succession. Donc, pour qu'il y ait une succession positive, donc il faut que tous les éléments soient présents. Lorsque la dynamique successionnelle transforme l'habitat d'une espèce, celle-ci ne peut survivre que si elle trouve dans le voisinage, c'est-à-dire dans ses limites de dispersion, un habitat semblable, qui n'existe que si une autre succession a été déclenchée un peu plus tard dans le paysage. Donc, pour expliquer le classique concept de climax, c'est quoi le climax? C'est désigner l'état final d'une succession écologique, l'état le plus stable dans les conditions abiotiques existantes, c'est-à-dire c'est l'état où il y a une succession positive et elle est réussite, qui est l'état de la végétation en équilibre, c'est ça. Donc c'est l'état de la végétation en équilibre avec le sol et le climat. Donc on parle de la forêt mûre. Le concept de métaclimax, c'est ce qu'on appelle l'ensemble des éléments nécessaires à la viabilité d'un écosystème et de ses habitants. Ajoute une autre dimension, celle de l'espace sur lequel se développent des successions déséquilibrées déclenchées par des perturbations à des époques différentes. Donc, la figure 1, on voit bien, donc je vais diminuer la taille, donc on voit bien l'évolution naturelle d'un écosystème forestier. Donc c'est l'état normal, c'est-à-dire donc l'état naturel. Donc le cycle sylvigénétique d'une sapinière est très subnaturel dans les Pyrénées. Donc on voit au début, donc on débute par là, phase de déclin. Donc la forêt bascule, c'est le début de sa désagrégation. Donc le chablis ce sont des morceaux de la forêt qui tombe. Donc quand elle est mûre, donc la dernière étape, elle va tomber. Donc on parle de chablis. Donc ensuite on a phase de rajeunissement. Donc elle va naître. Donc après 60 ans, vous voyez, après 70 à 120 ans, donc on a la phase initiale, donc 70 à 120 ans, l'étape de rajeunissement, la phase initiale de 50 à 70 ans, donc la forêt se renouvelle, le peuplement est jeune, très dense, donc la bataille entre les jeunes arbres est très sévère, donc entre eux, il y a une bataille entre eux, donc plusieurs arbres sont à côté l'un de l'autre. Donc après cela, on a la phase optimale
C'est la phase adulte, donc la phase de renouvellement. Après, la phase optimale où il y a une forêt adulte. Donc, il y a une diversité forte, prédominante de bois moyenne, tendance à la régulation. Donc, il y a très peu de chabliers. Donc, il n'y a pas beaucoup de, de tombées de bois ou des arbres. Donc, après 100 à 170 ans, pardon, donc c'est la phase terminale. Donc, la forêt est à son apogée. Elle accumule un formidable de stock de bois jusqu'à 650 à 700 mètres carrés par hectare. Donc, c'est énorme. Le peuplement est fermé. Les gros arbres sont très nombreux. La désagrégation n'est pas encore entamée. Donc, il y a ce qu'on appelle la régénération n'a pas pu se développer, mais la vitalité est faible. Donc, on a la phase terminale. Donc, ensuite, on va avoir la première phase, donc comme un cercle, après 10 à 20 ans. Donc, c'est ça ce qu'on appelle une évolution naturelle d'un écosystème forestier. Donc, vous voyez comment les étapes entre eux, ça prend du temps. Donc, entre 70 jusqu'à 170 ans, donc la forêt prend beaucoup de temps pour se développer, pour qu'elle construise ses phases, la phase initiale, la phase optimale et la phase terminale. Donc, elle prend beaucoup de temps. Donc, et l'homme vient, en 5 minutes, il va brûler tout ça. Donc, c'est une évolution naturelle d'un écosystème forestier qu'il faut le sauvegarder et le préserver.